Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ils travaillent ou ont travaillé pour une entreprise opérant dans l'intelligence artificielle. Ils connaissent le potentiel, mais aussi les risques que peut engendrer cet outil qui d'un côté facile et de l'autre inquiète. C'est pourquoi ils ont écrit une lettre ouverte adressée à OpenAI, une course à la domination irréfléchie et engagée. Voilà ce qu'ont écrit les 13 signataires de cette lettre qui réclament des changements radicaux dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ingénieurs, scientifiques et membres d'ONG multiplient les prises de parole pour avertir sur les risques liés à l'intelligence artificielle. Un développement inconditionnel de l'intelligence artificielle, oui, mais à quel prix? Parmi les risques cités, le renforcement des inégalités, la manipulation, la désinformation, en allant jusqu'à la perte de contrôle de systèmes d'intelligence artificielle autonomes qui pourraient entraîner l'extinction de l'humanité. Le monde est-il prêt à surmonter et à supporter les risques qui peuvent être engendrés par l'intelligence artificielle? On en parle ce soir avec M. Zouheir Lardissi. Vous êtes consultant en transformation digitale et en intelligence artificielle. Vous êtes également cofondateur IA Crafters. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, je le disais à l'instant, on a 13 signataires d'une lettre ouverte et ce n'est pas la première d'ailleurs qui a été adressée à OpenAI, une lettre dans laquelle ces signataires, qui sont des personnes qui ont travaillé sur ces algorithmes d'intelligence artificielle et qui alertent sur les risques potentiels de cet outil qui est tout aussi fascinant que dangereux, on va dire. Doit-on, selon vous, faire une pause dans le développement de ces intelligences artificielles? Est-ce qu'on va trop vite aujourd'hui? Je pense que la question, c'est vraiment est-ce qu'on peut freiner cet élan? Aujourd'hui, la majorité des acteurs sont des sociétés privées qui ont des intérêts financiers, qui ont levé énormément d'argent et qui sont aujourd'hui en train d'investir de manière effrénée autour du sujet. Donc, moi, je pense fondamentalement, aujourd'hui, il y a une course qui est déjà lancée. La vraie question, c'est est-ce qu'on va disposer d'organes de régulation à l'échelle mondiale qui vont être capables, d'une certaine manière, de faire en sorte que l'IA qui va être développée soit une IA responsable, juste et éthique. Il n'est pas question de faire une pause aujourd'hui. Encore une fois, la pause s'est posée il y a un an, effectivement. On a déjà vu une lettre qui a été co-signée notamment par Elon Musk, par plus de 1000 scientifiques. Qui lui-même était un lanceur d'alerte, rappelons-le. Qui était un lanceur d'alerte, mais sauf que quelques mois plus tard, il a lancé sa propre IA. Donc aujourd'hui, en fait, dans ce discours de régulation, il faut aussi noter que dans certains cas, c'est aussi parfois un discours d'intérêt qu'on retrouve. Je vais vous donner juste un exemple. Entre OpenAI qui va demander à ce qu'il y ait une régulation notamment sur l'aspect open source, c'est-à-dire les IA aujourd'hui qui sont disponibles gratuitement, dont le code est disponible gratuitement, et de l'autre côté, la société mère de Facebook qui s'appelle Meta, qui lance son IA en mode open source, donc disponible à tout le monde. Il y a deux manières de voir le monde et de voir le danger de l'IA qui est différente. Mais pourquoi cette inquiétude grandissante aujourd'hui au niveau de la communauté scientifique? Pourquoi ces lanceurs d'alerte, ce sont des ingénieurs, ce sont des personnes qui ont travaillé sur la programmation de ces intelligences artificielles? Quel risque voient-ils, en tout cas un risque suffisamment important pour qu'ils aient l'impression qu'ils doivent s'exprimer et qu'ils doivent alerter? On parle dernièrement, il a été dit que potentiellement l'intelligence artificielle pourrait détruire carrément le monde, être à l'origine de la destruction du monde. Ce sont des termes quand même qui sont assez importants qui sont utilisés là. Encore une fois, l'IA est un outil, est une technologie, certes très avancée. Il faut savoir qu'aussi, d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue historique, c'est la première fois qu'on a quelque chose qui maîtrise le langage ou un langage évolué au même titre que l'humain. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité. Donc, bien sûr, ça a son impact. Aujourd'hui, on commence à parler d'IA générale dans les prochaines années. Justement, j'allais y venir. Cette IA générale, c'est ce qui inquiète réellement. Faisons un peu de pédagogie. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, aujourd'hui, comme on le sait, on a un certain nombre d'IA qui sont appliquées à des domaines particuliers. C'est-à-dire qu'on a une IA qui va maîtriser la langue, on a une IA qui va analyser les images et les vidéos, on a une IA qui va être appliquée dans un domaine comme la santé, une IA qui va être appliquée dans le domaine de l'éducation, etc., etc.
Aujourd'hui, quand il y a eu justement le lancement de ChatGPT et d'autres modèles, c'est la première fois qu'on s'est dit on n'est pas très loin d'avoir une IA qui serait capable d'avoir toutes les capacités intellectuelles d'un être humain. C'est-à-dire qu'il serait capable en même temps de parler, de raisonner, de résoudre des problèmes, de faire des tâches aussi un humain complexes. artificiel. Voilà. Donc une IA générale, c'est une IA qui aurait les mêmes capacités intellectuelles d'un être humain. Et on va vers ça aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans la communauté scientifique, il y a différents points de vue. Donc il y a des gens qui pensent que c'est faisable dans les 3 prochaines années. Il y a des gens qui parlent de faisabilité. Court, 3 ans, c'est très court. Il y a des gens qui parlent de 10 ans. Il y a des gens qui disent que ça ne sera jamais possible ou ça ne sera pas possible avant 2050. Donc les avis divergent. Ce qui aujourd'hui, en fait, commence, on va dire, à inquiéter, c'est le fait de se poser la question, est-ce qu'une IA serait capable d'avoir une conscience et d'avoir le libre arbitre ou le choix? Oui, et absolument. c'est à ce moment-là où ça peut devenir dangereux. Alors, à date d'aujourd'hui, rien ne prouve qu'une IA est capable d'être consciente et rien ne prouve qu'une IA est capable d'avoir le libre choix parce qu'il a été programmé sur la base d'un certain nombre de données et d'un certain nombre d'algorithmes et il ne fait d'une certaine manière que reproduire ces données d'une autre façon. Donc, encore une fois, le débat est toujours posé. Il n'y a pas aujourd'hui une réponse, on va dire, claire, définitive et objective autour du sujet. Il y a des avis que chacun porte en fonction de sa position. Alors, des fois, c'est des positions neutres qui vont aller dans le sens où on va voir la moitié pleine du verre. Et donc, on va voir le potentiel que ça peut avoir pour l'humanité, pour aider dans des domaines comme la santé, comme l'éducation, comme l'agriculture, ou de manière générale, qui va aider l'homme dans plusieurs tâches au quotidien, dans sa productivité. Et il y a la vie qui va voir la moitié vide du verre et qui va se concentrer sur, potentiellement, ça peut remplacer l'humain, ça peut potentiellement même contrôler l'humain, et donc, par conséquent, potentiellement, peut être dangereux pour l'être humain de manière plus générale. Pour rester dans les risques et dans cette peur, effectivement, qu'un jour la machine finisse par contrôler l'homme, c'est un petit peu la peur. Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut créer une intelligence artificielle qui ait exactement les mêmes capacités que l'homme aujourd'hui. Mais ce que l'homme n'a pas comme capacité, c'est le fait de pouvoir traiter un nombre incalculable de données à une vitesse éclair. Et ces machines, on va dire, qui ont quand même été programmées par les hommes, mais qui ont plus ou moins les mêmes attributs, peuvent prendre des décisions en une fraction de seconde en utilisant un certain nombre de données qui sont réellement importantes en termes de volume, chose qu'un être humain normal ne pourra jamais faire. Alors, encore une fois, ça, il y a tout un débat d'ailleurs. Il y a des gens qui disent, pour qu'une IA, par exemple, reconnaisse un chat à travers du traitement d'image de manière quasi parfaite, il lui faut peut-être 1 million d'images de chat pour arriver à un niveau de reconnaissance de 99%. Pour un bébé de 2 ans, il lui faut peut-être 2 ou 3 fois voir un chat pour pouvoir reconnaître quasiment à 100% un chat. Donc, on est sur une IA qui est forte en calcul, mais qui n'est pas forcément intelligente. Donc, et justement, c'est là où le biais pose problème. Bien sûr. Alors, derrière, ça pose beaucoup de problématiques parce que c'est entraîné sur une donnée. Si la donnée n'est pas juste, n'est pas équitable, n'est pas parfaite. Ou s'il y a mauvaise interprétation. Ou s'il y a mauvaise interprétation, ça peut générer bien sûr une décision qui peut ne pas être correcte. On a vu déjà dans le passé des cas où par exemple une IA qui a été entraînée pour le recrutement, pour scorer des candidats, a eu un biais pour favoriser des hommes blancs plutôt que des hommes noirs, par exemple aux États-Unis. Ça a été testé par exemple par une entreprise comme Amazon. Maintenant, pour revenir à la question qui est de dire... Donc aujourd'hui, en fait, quand on parle de ce type de système, il faut juste savoir que ça a des limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gens utilisent ChatGPT, par exemple, pour prendre un exemple, ou d'autres outils qui existent de Google ou de Microsoft, ce qu'on constate réellement, c'est que c'est une machine qui traite énormément de données, mais qui n'a pas forcément le bon sens. Donc aujourd'hui, il y a des travaux scientifiques pour allier cette puissance de calcul avec un peu plus de bon sens ou un peu plus d'intelligence et de raisonnement. Et c'est ce qui permettrait éventuellement d'avoir une sorte, on va dire, d'IA qui aurait les mêmes capacités intellectuelles de l'être humain. Maintenant, encore une fois, on est toujours en train d'être centré sur de l'intelligence rationnelle. Est-ce que cette IA a de l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'elle a de l'intelligence créative? Est-ce qu'elle a de l'intelligence sociale? Ça, encore une fois, c'est des choses qui restent à prouver et qui ne sont pas aujourd'hui avérées, en tout cas à l'heure où on parle. Peut-être dans la recherche scientifique, il y a peut-être des avancées auxquelles nous, on n'a pas accès, mais à l'heure où on parle, aujourd'hui, on a une IA qui est capable d'abord
de raisonner et de calculer de manière importante. Et sur la base de ces calculs, il est capable de prédire ou de générer du texte, etc. Vous l'avez dit, ces systèmes donc, d'intelligence artificielle sont entraînés en fonction d'un certain nombre de données qui sont implantées, en tout cas par l'homme. Et pour rester toujours sur ces risques, il y a aussi ce risque de se retrouver face à des données qui soient uniformisées et qui soient globalisées, et donc utilisées par le monde entier, mais qui ne soient pas forcément adaptées aux spécificités de chaque région du monde. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne risque pas d'uniformiser un petit peu l'être humain et au risque de perdre cette individualité qui nous est propre et qui est propre à chaque culture? Et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les algorithmes. Donc toute personne a son propre algorithme, un algorithme qui continue à aller toujours plus loin dans les préférences de chacun. Et on se retrouve face à des données qui sont plus ou moins orientées et tout le monde se retrouve à voir les mêmes choses. La même chose pour Netflix, les plateformes, on va dire par exemple, de séries, de films. On a les classements des meilleures vues, des meilleurs scores et tout le monde va donc vers ces éléments-là, mais on oublie certains aspects, certains documentaires, certains films qui avaient une originalité, mais qui aujourd'hui ne sont plus mis en valeur ou qui ne sont pas du tout remontés au niveau des préférences parce qu'elles ne font pas partie de la masse. Alors, de toute façon, ce phénomène est un phénomène qui n'est pas récent. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, ça date des réseaux sociaux et ça date même d'Internet, si on veut retourner un peu plus haut, que ce soit pour des sites e-commerce ou pour des réseaux sociaux. On a aujourd'hui des algorithmes qui vont, d'une certaine manière, nous proposer des choses plutôt que d'autres, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un danger par rapport aux spécificités culturelles de chaque pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une IA qui est majoritairement entraînée sur une donnée américaine ou anglaise, avec une langue anglaise. Et donc, sa capacité est beaucoup plus forte sur ces langues et sur ces cultures plutôt que sur une culture, par exemple, d'un pays africain. Donc là, il y a un vrai travail à faire. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Aujourd'hui, le Maroc essaie de construire, d'une certaine manière, une sorte on va dire, d'accord africain autour d'une IA responsable qui serait plus au service de l'humain, au service du développement d'un certain nombre de sujets, notamment, encore une fois, la culture, l'éducation, la santé, l'agriculture, dans des pays comme l'Afrique, plutôt qu'un facteur justement de domination culturelle, etc. Donc cette réflexion aujourd'hui existe. Elle est en train de se développer. On a au Maroc un certain leadership à ce sujet, mais ça reste encore une fois, tant que nous, on n'est pas producteur de la technologie, tant que la technologie est produite ailleurs, on va rester toujours dans une logique où on est plutôt consommateur et donc on va subir forcément ce type de domination. Encore une fois, ce n'est pas lié forcément à l'IA, c'est lié à la domination de celui qui produit. Quand on produit des films, quand on produisait des films principalement américains et la consommation de la culture américaine était principalement à travers les films, ça a créé une sorte de domination de la culture américaine sur un certain nombre de sujets par rapport à d'autres. Donc c'est le propre Donc s'il y a un sujet à ce niveau-là, c'est que l'Afrique doit se prendre en main, doit produire sa propre technologie. Le Maroc peut jouer un rôle de leadership à ce niveau-là pour avoir nos propres IA. Il y a certains pays, notamment des pays au Moyen-Orient ou des pays d'Asie qui sont en train de travailler sur leur propre modèle d'IA pour justement permettre à leurs citoyens d'avoir cette protection par rapport à une culture dominante. Une Afrique qui doit se prendre en main. Le Maroc aujourd'hui, comment se place-t-il dans ce monde en pleine mutation ? Alors, le Maroc, d'abord, a pris un certain nombre d'initiatives d'un point de vue politique. Donc, le Maroc a coécrit notamment la première résolution onusienne autour du sujet de l'IA avec les États-Unis. Le Maroc a, notamment à travers l'UM6P et les AI Movements, a pris un certain nombre d'initiatives pour lancer en fait, des centres d'excellence autour du sujet de l'IA, pour former autour de l'IA. On a un certain nombre de chercheurs aussi bien au Maroc qu'à l'international, des chercheurs marocains dans le domaine de l'IA qui travaillent sur des sujets très avancés.
Maintenant, on n'est pas encore aujourd'hui, on n'a pas encore mis en place une stratégie nationale et potentiellement l'idée ou diriger une stratégie africaine autour de ce sujet. Je pense que c'est là où on a peut-être un manque. Donc on a les bonnes ressources, on a de très bonnes initiatives. Ce qui manque, c'est formaliser tout ça autour d'une stratégie nationale qui peut avoir une dimension africaine également pour pouvoir en fait devenir un peu leader ou si ce n'est leader, au moins un des acteurs principaux du domaine de l'IA à l'échelle mondiale. Ne pas rater ce rendez-vous, vous l'avez dit, dans tous les cas, l'IA continuera à se développer ailleurs, donc autant la développer également chez nous et pouvoir bénéficier justement de tout le potentiel qu'elle peut générer pour le continent africain, pour le Maroc. Et quel justement secteur prioritaire devrait être visé, on va dire, au Maroc pour le développement de l'intelligence artificielle? Je pense aujourd'hui, d'abord, il y a un certain nombre de projets qui peuvent être des projets transverses, notamment relatifs à la culture, au dialecte, à la culture marocaine, etc., sur lesquels on est capable de travailler et c'est possible d'avoir des projets à l'échelle nationale. Après, il faut aussi réfléchir à des sujets dans lesquels aujourd'hui on a un manque et sur lequel l'IA peut nous apporter en fait ce qu'on appelle généralement en anglais du leapfrog, c'est-à-dire un saut de grenouille où on peut d'une certaine manière dépasser ou en tout cas arriver à ce qui se fait de mieux à l'échelle mondiale, donc notamment dans des secteurs comme la santé, dans des secteurs comme l'éducation, dans des secteurs comme l'agriculture où on a commencé déjà à expérimenter l'IA sur un certain nombre de cas pratiques. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Après, il y a aussi un sujet qui est transverse, qui est le sujet de la productivité des acteurs. Donc, que ce soit pour les professionnels, pour les employés ou pour les organisations, je pense qu'on a tous intérêt d'une certaine manière à utiliser l'IA à bon escient pour pouvoir augmenter la productivité des entreprises marocaines à l'échelle internationale et la productivité des employés et des travailleurs marocains à l'échelle internationale. Et l'IA peut être un très bon outil à ce niveau-là. L'IA qui est un outil produit par l'homme et qui devrait justement être utilisé au bénéfice de l'homme, ça, s'il ne développe pas sa propre conscience, bien évidemment, je rigole, mais bon, il y a ces scénarios un petit peu, on va dire, catastrophes, hein, qu'on retrouve dans les films, des choses qu'on avait l'impression qui n'allaient jamais arriver, qui ont fini par arriver. Donc aujourd'hui, il y a cette théorie quand même un petit peu terrifiante, on va dire, de la machine qui prend de l'avance sur l'homme et qui finit par maîtriser l'homme. Donc l'intelligence artificielle qui est une menace, mais également une opportunité, vous, puisqu'on arrive au terme de cet entretien, comment la percevez-vous? Alors, moi, je pense que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de l'apercevoir comme étant une opportunité. L'apercevoir en tant que risque, de toute façon, on a aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, on n'a rien on va dire, on ne peut pas réguler à l'échelle du Maroc. S'il y a une régulation, elle doit être mondiale. C'est important de pousser dans ce sens et le Maroc est en train de pousser dans ce sens. Mais je pense qu'on a tous intérêt à développer de l'IA qui sert notre pays, qui sert nos citoyens et qui sert éventuellement l'Afrique. Et je pense que c'est encore une fois une opportunité pour que le Maroc se démarque. On n'est peut-être pas sur des sujets, notamment comme l'IA génératif, on n'est pas très loin, on n'est pas forcément très en retard par rapport à ce qui se fait en Europe ou en Asie. Et donc, on peut en profiter pour justement créer une opportunité pour les entreprises marocaines, pour les acteurs marocains, pour les chercheurs marocains, justement pour y aller. Donc, et pour le continent africain. Et pour le continent africain. Donc, je pense que forcément, c'est une opportunité. La menace existerait de toute façon en arrière-plan. Il faudra réunir tout le monde, comme ça a été fait par exemple au sujet de l'énergie atomique, où il y a eu une agence internationale de l'énergie atomique qui essaie de réguler autour de ces sujets. Et c'est le grand défi, c'est cette régulation. Je pense aujourd'hui la résolution, même si elle n'est pas contraignante, est un premier pas dans ce sens. On verra certainement d'autres pas dans le futur. Résolution proposée par le Maroc et les États-Unis conjointement. Exactement. Donc je pense qu'on va aller vers ce sens où l'IA est considérée comme étant comme un élément qui peut être d'un côté utilisé peut avoir une forte valeur et un fort impact sur les nations, mais en même temps qui peut constituer un danger, et ce danger doit être d'une certaine manière régulé pour qu'on ait une IA éthique, responsable, juste et surtout au service de l'être humain. Une IA éthique, responsable et juste au service de l'être humain, oui, c'est important. D'ailleurs, il y a eu l'Union européenne qui a approuvé fin mai une législation inédite au niveau mondial pour réguler justement l'intelligence artificielle. On en est où par rapport à ça? C'est un premier pas après la résolution bien évidemment proposée par le Maroc et les États-Unis.
C'est un très bon pas, c'est Mais une ce n'est première pas réflexion. assez. Je pense que ce n'est pas assez parce qu'il faut que ça soit mondial. Ça n'a aucun intérêt si c'est juste territorialisé. Je pense que c'est fondamental qu'il y ait une régulation mondiale et c'est peut-être fondamental que dans un avenir proche, qu'on ait même un organe international de régulation autour de l'IA qui permettrait d'éviter donc, tous les risques majeurs Les dérives. et les dérives qu'on peut avoir. Et encore une fois, il ne faut pas laisser le contrôle uniquement à des entreprises privées qui ne voient comme intérêt que l'intérêt, on va dire, financier et commercial. C'est important que les États s'y mêlent et qu'ils prennent leurs responsabilités justement autour de ce sujet. Mais en même temps, il faut que nous, en tant qu'individus, qu'organisation, qu'on prenne aussi nos responsabilités pour essayer de pousser au maximum, faire en sorte que nos entreprises se développent et que nos salariés, nos employés se développent avec l'IA et puissent justement en bénéficier au maximum. Et puis effectivement, investir également dans les nouveaux métiers afin de créer de nouveaux métiers et s'adapter au monde qui est aujourd'hui en plein mouvement et à ces changements technologiques. Merci à vous, Monsieur Zouheir Rdissi. Je rappelle que vous êtes consultant en transformation digitale et en intelligence artificielle et cofondateur de IA Crafters. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir d'échanger. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.